Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Un port pour Foundiougne, l'ouvrage sera livré dans 8 mois, son coût 24 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par le Sénégal et la Corée du Sud. Les travaux avancent à grands pas. Le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes s'est rendu sur place. Une marche pour dire merci au président de la République. C'est de cette manière que la coalition des associations et mouvements citoyens compte manifester sa satisfaction à la suite de la mesure de la baisse du loyer. Le comité d'organisation a rencontré la presse cet après-midi. Démarrage de notre rubrique santé ce soir, elle porte sur la chimiothérapie. Prétexte la journée mondiale du cancer célébrée hier. Zoom sur le centre Joliot-Curie de l'hôpital Aristide-Le-Dantec. Octobre 2014, c'est la date prévue pour la livraison du port de Foundiougne d'un montant de 24 milliards de francs CFA. L'ouvrage est financé par la République de Corée du Sud en collaboration avec le Sénégal. Le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Ali Haïdar, s'y est rendu pour constater l'état d'avancement des travaux. Ibrahim Ndong. Une eau qui n'a que trop longtemps brillé par son absence dans le commerce portuaire. Bientôt, le port de Foundiougne verra le jour. L'ouvrage est exécuté à 80% selon les responsables de l'Agence nationale des affaires maritimes. À terme, ce port situé à Ndahonga permettra de créer un véritable pôle économique dans la zone. Cela est capital pour le développement de la région parce que toutes les marchandises vont pouvoir circuler à partir du pont de Ndahonga-Foundiougne et ce pont va désenclaver non seulement la région mais la sous-région. Toute la sous-région pourra être servie à partir de la circulation des marchandises et des biens et des personnes. Nous sommes vraiment dans la voie de finalisation de ce projet qui comprend deux composantes. La première, c'est ces deux navires, le Agen et le Jambogne, qui seront livrés au plus tard au mois de juillet 2014. Et la deuxième composante du projet, ce sont les gares maritimes que vous voyez, celle de Ndahonga et celle de Foundiougne, ainsi que le complexe frigorifique de 2000 tonnes qui est à Ziguinchor. Le projet est financé à hauteur de 24 milliards de francs CFA conjointement par la République de Corée du Sud et le Sénégal. Le leadership du président Sall a été déterminant. J'apprécie vraiment le leadership du président Macky Sall et tout ce qu'il fait pour le progrès et le développement du Sénégal à travers les différents actes qu'il pose. L'ouvrage va contribuer au désenclavement du département de Foundiougne et des 29 îles que compose le Gandiol. Une réalisation en parfaite conformité avec l'acte 3 de la décentralisation. Le chef de l'État, dans le cadre de son programme Yonou Yokuti, a prévu ce qu'on appelle la territorialisation du développement. Et l'acte 3 de la décentralisation donc, permet de réussir ce développement à la base. Le port va permettre donc de désenclaver les terroirs, va permettre de créer des activités, la pêche, l'élevage, le tourisme. L'objectif pour le gouvernement du Sénégal est de rendre beaucoup plus attractif le commerce portuaire. La concurrence fait que vous devez être à la pointe des technologies, à la pointe de la circulation des marchandises. Et pour cela, il faut anticiper, il ne faut pas attendre. Et c'est l'objectif de ce port, comme celui de Dakar, est d'anticiper pour couvrir toute la sous-région, pour être performant économiquement. Après la construction de cette plateforme portuaire, s'en suivra le dragage de la liaison Foundiougne-Kaolack d'une distance de 40 km, suffisant pour dire que c'est parti pour la renaissance du port de Foundiougne, le 6e au temps de l'Afrique occidentale française. Anticiper les risques de catastrophes naturelles, c'est la mission assignée à Africa Risk Capacity, une institution spécialisée de l'Union africaine créée par les chefs d'État du continent. La structure a organisé aujourd'hui une réunion de partage de son nouveau plan d'action national, une cérémonie qui avait pour cadre le ministère de l'Intérieur, René Massiré Diouf. Les catastrophes naturelles auxquelles le continent est confronté ont pour nom sécheresse, inondations, famine, entre autres. L'Afrique est touchée de plein fouet ces dernières années par ces fléaux, des situations qui condamnent les populations à la précarité et dont Africa Risk Capacity constitue une riposte radicale. Elle a été créée par les chefs d'État africains en tant qu'approche commune de lutte. C'est sa deuxième session, une réunion de partage et de validation du plan national de réponse. Donc, ce plan a été d'abord approuvé par le conseil d'administration de l'ARC et fait l'objet aujourd'hui d'un partage et d'une validation avec les membres du comité de pilotage. La structure est une institution
spécialisée de l'Union africaine, elle se veut un levier efficace à la disposition des gouvernements dans le combat pour la réduction de l'impact de ces catastrophes sur les populations. L'une de ses fonctions est d'assurer la protection des groupes vulnérables. Ce plan national est attendu du fait de la récurrence de ces phénomènes. L'ARC est conçu pour être un outil performant à la disposition des gouvernements afin de réduire les délais de réponse face aux catastrophes, délais qui demeurent anormalement longs du fait de l'insuffisance de fonds disponibles et de la lourdeur des procédures permettant de réaffecter à la gestion des crises les ressources destinées aux activités de développement. De nombreux organismes interviennent dans le soutien à l'institution, à l'image de la JICA qui a financé à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA la première prime annuelle. La validation du plan national est une étape importante de son évolution dans les réponses qu'elle est amenée à apporter à l'équation des risques de catastrophes naturelles. Suite à l'audience que le président de la République a accordée à l'association des présidents de conseils régionaux, la dite association a organisé un point de presse aujourd'hui. Un mémorandum expliquant l'importance de la régionalisation a été présenté au président Macky Sall. Dans le cadre de l'acte 2 de la décentralisation, l'association souhaite prendre le temps de la réflexion pour aboutir à un consensus. Louise Bidza. 24 heures après la rencontre entre le président de la République et le président des conseils régionaux, le collectif a décidé de rendre publiques les conclusions de l'audience. Il est apparu que le chef de l'État, en tout cas, a été quand même très attentif aux arguments avancés par l'association des régions à propos de la suppression des régions du Sénégal. Ce matin à la maison des élus locaux, les revendications des présidents des régions concernant l'acte 3 de la décentralisation ont été exposées aux médias. Nos revendications, c'est que puisque ces élections approchent, et même il l'avait dit, qu'on aille aux élections au niveau communal, au niveau départemental et au niveau régional, qu'on ne supprime pas les régions, que ces régions-là existent, en attendant maintenant qu'on puisse avoir des pôles territoires ou régions territoire. En attendant le mois de juin, date retenue pour les élections locales et municipales, la caravane de l'acte 3 de la décentralisation continue de sillonner le pays. Objectif, sensibiliser et informer pour une meilleure compréhension de la réforme. Révolutionner le commerce dormant du bétail dans la région sud du Sénégal, la mission fondamentale du marché à bétail et à céréales qui verra bientôt le jour à Djigoum dans le département de Bignona. La première pierre de ce forêt a été posée par le ministre de l'Élevage, le compte-rendu est signé Yoro Sarr. L'initiative de construire un marché à bétail et à céréales à Djiguinoum est née de l'ambition de l'Association pour le développement des Kalounaï, ADK, d'exploiter les potentialités dormantes de leur terroir pour booster le mieux-être des populations locales. Cette doléance a été portée par le ministre de l'Élevage et des productions animales au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qu'il a à son tour inscrite dans son programme économique régional. C'est à ce titre que la construction de 4 marchés transfrontaliers à bétail et à céréales au Sénégal a été entreprise. La construction de ce marché de bétail frontalier, programmé par le gouvernement du Sénégal sous votre haute bienveillante attention, renforcera davantage cette dynamique de paix en Casamance. Soyez donc notre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, pour lui dire toute la satisfaction des populations de la Casamance naturelle en général et celle de la zone de Kalounaï en particulier. La pose de la première pierre du foirail de Djiguinoum a été présidée par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales en présence du commissaire de l'UEMOA chargé de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'environnement. Ce privilège que Djiguinoum partage avec Birkilan, Seokai et Thilé Boubacar vise à renforcer la volonté politique des autorités sénégalaises de réduire l'occurrence de la pauvreté en milieu rural. S'agissant du marché à bétail et céréales et à céréales de Djiguinoum, l'objet de la présente cérémonie, il me fait aucun doute du rôle important qu'il puisse jouer dans le processus d'autonomisation économique et sociale des populations de Kalounaï. Dans un contexte plus particulier,
la réalisation du marché de Djiguinoum, qui est le premier dans une liste provisoire de 4, entre dans le cadre des opérations de modernisation des chaînes d'approvisionnement en viande entreprises par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, conformément à notre plan de développement de l'élevage dans sa stratégie pour l'amélioration des conditions de mise en marché. Le marché à bétail et à céréales de Djiguinoum va coûter 105 millions de francs. Dans son sillage, la triple doléance des populations consiste à opérationnaliser les 45 km de pistes qui séparent Tobor de Djeba. La coalition des associations et mouvements citoyens organise une marche de remerciement à l'endroit du président de la République. Ce sera vendredi prochain. Cette initiative fait suite à la baisse du loyer. Le comité d'organisation souhaite, à travers la marche, sensibiliser les bailleurs et les locataires sur les questions relatives au loyer. Les organisateurs ont tenu un point de presse. Memounassi. Face aux journalistes, le comité d'organisation de la marche pacifique de remerciement au chef de l'État s'est voulu clair. Le message est délivré sans embâche, tous à la place de l'obélisque, non pas pour protester, mais pour magnifier un acte fort qui soulage les Sénégalais. En réalité, la baisse du loyer est une augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est une loi qui favorise le plus grand nombre de Sénégalais. Cette loi doit être appliquée, comme d'ailleurs toutes les lois. C'est pour cela que nous appelons à la solidarité agissante. Nous appelons les bailleurs à la solidarité agissante, à la citoyenneté, pour que qu'ils ne fassent rien pour faire obstruction à l'application de cette loi. Cette rencontre à l'initiative d'associations et de mouvements de quartier est soutenue par certains responsables politiques présents à la conférence de presse. Plus qu'un appel au sens civique, la marche apparaît comme une forme de sensibilisation pour le respect des mesures relatives à la baisse du coût du loyer. Nous organisons la marche du 7 février 2014 pour sensibiliser aussi les bailleurs, les propriétaires de maisons et d'immeubles, pour qu'eux aussi, qu'ils sachent que le Sénégal est un et indivisible, que la loi est impersonnelle, que la loi votée doit être appliquée par tous les Sénégalais. Au-delà, ils doivent accompagner le président de la République à satisfaire le plus grand nombre de citoyens. L'occasion sera saisie lors de la procession prévue de la place de l'obélisque à la RTS pour décorer les initiateurs du projet de loi. Les organisateurs invitent toutes les sensibilités à venir marcher de manière citoyenne. Marche pacifique des marchands ambulants cet après-midi. Ils disent en avoir assez du recasement que la mairie de Dakar leur a promis, ainsi que des rafles dont ils sont victimes. Une démarche pas du tout partagée par les autorités communales qui soulignent que les marchands ambulants sont informés de l'avancement des travaux dans les sites devant les abrités, à savoir le champ de course et le site de Enda. Ibrahim Pabidjedjou. C'est dans cette ambiance que les marchands ambulants ont effectué leur marche pacifique sous une forte escorte policière, ceci pour exiger de la mairie de Dakar un recasement rapide. Nous avons donné au président Macky Sall un mémorandum de recommandation qui ne reflète que la vérité sur le recasement des marchands ambulants. Vous voyez, pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Parce qu'il faut vous dire que Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Donc une capitale où a été concentrée depuis les années. Tout ce qui est bien et significatif. Nous voulons un recasement dans les formes. C'est une marche qui a été pacifique. Nous serons toujours pacifiques. Nous allons nous battre avec tous les moyens légaux. Du côté des autorités communales, on reconnaît le droit de marche, toutefois, on fustige la manière. Des ambulants qui étaient sur la voie publique, qui ont été relogés au niveau des sites de recasement. Nous avons acheté un terrain pour un montant de plus de 2 milliards. Les travaux avaient connu quand même un certain arrêt, mais aujourd'hui les travaux ont repris. Alors nous sommes dans une réflexion même de créer au niveau du centre de ville de Dakar une zone marchande, commerciale et commerçante. Comment peut-on dire
qu'on ne prend pas en charge cette préoccupation qui est le recasement. En attendant de voir la finition des travaux dans ces sites de recasement, ces commerçants soutiennent toujours utiliser la manière pacifique pour se faire entendre. Les autorités communales en appellent à la raison et soutiennent qu'elles ne travaillent que pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Le dépannage de véhicules par des valises de diagnostic, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. 20 mécaniciens sénégalais ont été initiés à la nouvelle technologie. Ils ont reçu leurs attestations des mains du ministre Mamadou Talla. Le compte rendu est signé Mama Moussagnan. Donc j'ai ici les tableaux. Ici c'est juste pour contrôler les signaux. Ici les gaz d'échappement. Ici pour la climatisation. Et ici c'est juste pour accéder au moteur. Ici c'est pour les voitures du sport. Fatou Silla, en pleine démonstration de l'utilisation des valises diagnostiques. Elle fait partie d'une vingtaine de mécaniciens automobiles formés pour le dépannage dans les délais et dans la précision des derniers modèles de véhicules. Il y a des nouveaux véhicules. Il faut qu'on le forme pour qu'on travaille sur les véhicules. Ils n'ont pas les équipements et souvent ils étaient limités par rapport aux difficultés qu'ils retrouvent dans ces véhicules électroniques. Donc ils ont été à la hauteur. Cette connexion avec les artisans et avec nous au niveau de la formation professionnelle, c'est ce qu'on a toujours souhaité et je crois que ce n'est qu'un préalable par rapport à tout ce vaste programme de réorientation et d'ouverture de la formation professionnelle vers le secteur productif. Sur le marché de l'automobile, de plus en plus, l'industrie injecte des véhicules adaptés aux nouvelles technologies. Au Sénégal, leur dépannage pose souvent problème. Dès lors, un nouveau type de mécanicien auto est devenu une nécessité pour faire face à ce nouveau défi. Tout savoir-faire nécessite une mise en application continue. Nous souhaitons, Monsieur le ministre, avoir un accompagnement pour acquérir des appareils de diagnostic dans un futur proche. Pour une démultiplication de la formation et un suivi efficace, les valises diagnostiques seront bientôt mises à disposition. Ça suit des procédures de marché. On a déterminé donc le nombre. En principe, dans 2 mois, ils auront donc les valises. Où il faut d'abord savoir lire, écrire, diagnostiquer, connecter, interpréter. Et c'est ça notre mission. Les récipiendaires se sont félicités des initiatives du ministère qui développe un vaste programme de généralisation de l'apprentissage rénové. Il n'y a pas eu de gré à gré dans la passation de marché pour les centres des métiers de Saint-Louis et Diamniadio. C'est la précision du ministre Mamadou Talla. Selon lui, cette passation qui a eu lieu en 2010 avait toutes les garanties nécessaires et s'était déroulée dans une parfaite légalité. Mamadou Talla, toujours au micro de Mama Moussagnan. C'est une convention qui a été signée suite au financement de l'AFD en 2010. Donc, qui a été signé avec donc, notre ministre de l'économie et des finances d'alors, l'AFD et également l'ambassade de France. Et dans ce financement que l'AFD nous a donné, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de réaliser le machinisme agricole, un centre extrêmement important à côté de Saint-Louis, sur le machinisme agricole, et également faire l'extension dans notre centre de Diamniadio. Mais il y avait donc en ce moment en 2010 une clause qui permettait donc de donner l'expertise technique à cette entreprise qui se trouverait en France. Et je précise que ce n'est pas donc HD comme ils l'ont dit et acheté, ce n'est pas du tout ça, c'est AFT Team. Donc HD ça veut dire hors douane, hors taxe. Donc c'est vraiment depuis très longtemps. Et je crois que comme je viens de le dire, même les valises qu'on est en train de faire, on est en train d'attendre pratiquement 6 mois pour que nos artisans puissent l'obtenir. À plus forte raison, un marché aussi important qu'un centre donc, qui serait à Saint-Louis et à Diamniadio. Donc il n'y a pas du tout de gré à gré. Nous avons respecté les clauses de ce contrat qui a été signé, je le rappelle encore une fois, en 2010. Le ministre Mamadou Talla au micro de Mama Moussagnan. Le communiqué du Conseil des ministres que nous vous livrons à présent, le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui au Palais de la République, le communiqué est lu par Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 5 février 2014 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Au titre de sa communication du jour, le président de la République a abordé dans un premier point la question de la consolidation de la paix et du développement durable en Casamance.
Casamance. Le chef de l'État a rappelé l'espoir suscité par les actions annoncées lors du Conseil des ministres délocalisé à Ziguinchor du 28 juin 2012, destiné à la prise en charge de la stabilité et de l'équipement de la région ainsi qu'au bien-être de ses populations. Le président de la République avait décidé par la même occasion de faire de la région naturelle de Casamance le pôle expérimental de l'acte 3 de la décentralisation. À cet effet, le chef de l'État a souligné que le financement à hauteur de 23 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et de l'État du Sénégal du projet pôle de développement de la Casamance permettra de redynamiser l'économie locale par la rentabilisation de la riziculture, l'accélération du désenclavement des zones rurales avec un programme de construction de pistes de production, la promotion de l'emploi, surtout pour les jeunes et les femmes. Le président de la République a invité le gouvernement à assurer une forte mobilisation de tous les acteurs soucieux de paix autour de sa nouvelle stratégie de réconciliation, de reconstruction et de développement durable de la Casamance. Il a en outre exigé du gouvernement la prise en charge prioritaire de sa vision en Casamance qui implique la mise en œuvre consensuelle d'un programme de développement intégré en faveur du pôle territoire Casamance couvrant les 3 régions administratives et l'harmonisation des interventions de tous les acteurs. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il se rendra en début mars à Ziguinchor pour réaffirmer son projet et marquer davantage sa volonté de paix et de développement de la Casamance. Le président de la République a évoqué dans un deuxième point le processus de mise en œuvre consensuelle et efficace de l'acte 3 de la décentralisation dont l'objectif principal est d'assurer l'émergence d'un véritable développement territorial cohérent et maîtrisé. Il a à ce propos engagé le gouvernement à renforcer la concertation permanente et la coopération soutenue avec l'ensemble des élus locaux, Association des maires du Sénégal, Association des présidents de région et l'Association nationale des conseillers ruraux, les agents des collectivités locales, la société civile, le secteur privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État a préconisé de finaliser dans les meilleurs délais le recensement des agents des collectivités locales et de procéder durant la période transitoire de mise en œuvre de la réforme au redéploiement approprié du personnel en service dans les conseils régionaux au 31 décembre 2013. Il a en outre demandé au gouvernement de s'assurer avant fin février 2014 du recensement exhaustif de l'ensemble des conventions de coopération décentralisées déjà initiées. Abordant le troisième point de sa communication, le chef de l'État a demandé au gouvernement la finalisation urgente des concertations nationales sur l'éducation de base. Il a rappelé la place centrale de l'école dans la consolidation de la citoyenneté et dans le chemin de l'émergence du Sénégal à travers la formation de ressources humaines qualifiées, attachées à leur patrie et compétitives au plan international. Il a souhaité l'intensification des concertations sur l'éducation de base avec l'implication effective de tous les acteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves, syndicats, collectivités locales, acteurs sociaux et secteurs privés. Le président de la République a évoqué la question de la protection des données personnelles au Sénégal. À ce sujet, le chef de l'État a insisté sur l'impératif de préservation de la vie privée des Sénégalais dans le contexte actuel de développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication et de la cybercriminalité, d'où la nécessité d'aborder cette question en priorité gouvernementale et en exigence de sécurité nationale. Sous ce rapport, le chef de l'État a annoncé la mise en place, à l'instar des grandes démocraties du monde, de la Commission de protection des données personnelles, CDP, autorité administrative indépendante de lutte contre l'utilisation frauduleuse et abusive, vol, déformation et autres utilisations illicites ou non autorisées de données à caractère personnel. Dans l'exécution de sa mission, la CDP devra localiser et identifier toutes les bases de données portant sur des informations nominatives des Sénégalais aux fins de protection de leur vie privée, droit fondamental. Au titre de son agenda, le président de la République a informé le Conseil sur ses visites aux Émirats arabes unis, à Davos, Marrakech et sa participation au sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État a mis l'accent sur le déroulement des travaux de la 30e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD qu'il a présidé et qui ont porté sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets du NEPAD, la revue des partenariats entre le continent, certains pays et groupes de pays comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, le G8 et le G20.
Concernant les principales conclusions du 22e sommet de l'Union africaine, il a souligné la décision de créer la force africaine de réaction rapide aux crises, initiative visant à doter le continent de forces militaires nécessaires à la prise en charge immédiate des conflits. Le Premier ministre a fait au Conseil une communication portant compte rendu des activités gouvernementales en mettant, entre autres, l'accent sur le symposium des femmes pour la paix en Casamance, la validation de la démarche foncière dans le cadre du projet pour le développement inclusif durable de l'agrobusiness au Sénégal, le suivi des directives du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche, la gestion des risques et catastrophes, l'évaluation de la phase d'urgence du programme décennal de lutte contre les inondations, la fermeture de la décharge de Mbobos et l'ouverture du centre d'enfouissement technique de Singa. À la suite, le président de la République a repris la parole pour féliciter le Premier ministre pour sa coordination diligente de l'action gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil une communication rendant compte de l'actualité internationale, régionale et sous-régionale. Le ministre a apporté des informations complémentaires sur le déroulement du 22e sommet de l'Union africaine. Le ministre a également rendu compte de la réunion spéciale de l'Union consacrée à la crise en Centrafrique. Il a aussi informé le Conseil de la décision du chef de l'État de présenter la candidature du Sénégal pour abriter le sommet de l'Union africaine de juin 2018. Le ministre s'est enfin félicité de la désignation de notre compatriote Dr Fatoumata Dia comme commissionnaire de la CEDEAO en charge de la question genre. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné au Conseil des informations sur le déroulement de la Journée mondiale de lutte contre le cancer en insistant sur l'état de la maladie dans le pays et le niveau de sa prise en charge par le système sanitaire national. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a fait au Conseil une communication sur la crise du transport à la frontière avec la Gambie pour souligner la mobilisation de son département pour la recherche d'une solution. Le ministre de la Culture et du Patrimoine a fait au Conseil une communication sur le système des taxations des spectacles au Sénégal. À ce sujet, le ministre a fait un plaidoyer pour sa révision en faveur des artistes et créateurs. Le ministre de l'Industrie et des Mines a abordé la situation des industries chimiques du Sénégal. Il a assuré de l'engagement du partenariat indien IFCO, actionnaire majoritaire, à mettre en œuvre toutes les mesures de redressement et de relance nécessaires avec l'accompagnement de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale a d'abord rendu compte au Conseil des missions de terrain conduites les 3 et 4 février 2014 dans les régions de Kaolack et Kédougou pour visiter et évaluer les projets de champs communautaires destinés à la production de légumes et de céréales en faveur des cantines scolaires et visant outre l'amélioration des revenus des populations locales. Il a remercié les partenaires qui appuient ces projets, notamment le PAM et la FAO, Plan international et gouvernement brésilien, avant de saluer l'engagement des communautés à la base. Il a enfin informé le Conseil du choix porté sur le chef de l'État par le Partenariat mondial pour l'éducation pour rejoindre le groupe restreint des parrains de l'éducation en raison de son leadership et de son engagement politique très fort en ce sens. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil du déroulement de la campagne arachidière en donnant les chiffres suivants. 134 862 tonnes de graines collectées sur l'ensemble du territoire à la date du 4 février 2014 pour l'huilerie et les semences écrémées. 24 338,66 tonnes pour les semences certifiées. Le ministre a par ailleurs abordé la commercialisation du coton avec une quantité de 14 347 828 000 tonnes à la date du 26 janvier 2014, soit 45% des prévisions. Concernant la filière fruits et légumes, le ministre a révélé qu'à la date du 29 janvier 2014, un volume de 32 678 tonnes a été importé pour une exportation de 7 109,6 tonnes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention multilatérale de sécurité sociale adoptée le 23 février 2006 à Dakar. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Cheikh Niang,
ambassadeur du Sénégal aux États-Unis est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua avec résidence à Washington. Monsieur Cheikh Oumar Seck, journaliste précédemment directeur de la télévision nationale, est nommé directeur du bureau de coordination du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles COMIAC de l'organisation de coordination islamique avec rang d'ambassadeur. Monsieur Aliou Ndiaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, est nommé coordonnateur de la direction générale des douanes en remplacement de M. Eliman Saliou Ning, appelé à d'autres fonctions. M. Mokhtar Ketani Doukouré, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, est nommé directeur des opérations douanières en remplacement de M. Aliou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Keba Diallo, inspecteur principal des douanes, est nommé directeur du renseignement et des enquêtes douanières, un remplacement de Monsieur Mokhtar Ketani Doukouré, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moustapha Si, inspecteur principal des douanes, est nommé directeur régional des douanes de l'Ouest, en remplacement de Monsieur Mamadou Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Thiam, inspecteur des douanes, est nommé directeur régional des douanes du Sud-Est en remplacement de M. Moustapha Si, appelé à d'autres fonctions. M. Adama Baye Racine Ndiaye, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Gossas, est nommé secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance en remplacement de M. Abdou Faye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Sil Kebe, ingénieur industriel, est nommé directeur du redéploiement industriel du ministère de l'Industrie et des Mines. Monsieur Abdoulaye Sow, inspecteur principal de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, précédemment inspecteur technique au ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiques, est nommé inspecteur et des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiques, poste vacant. Et enfin, Monsieur Ibrahim Kamara, enseignant, est nommé président du conseil de surveillance de l'agence des affaires maritimes, ANAM, au ministère de la pêche et des affaires maritimes en remplacement de Monsieur Abou Abel Thiam, appelé à d'autres fonctions. Communiqué du Conseil des ministres lu par Cheikh Ahmadou Bambagaye. Au passage, nous félicitons Oumar Seck qui a été nommé ambassadeur par le chef d'État, le président Macky Sall. M. Tidiane Barry est également nommé directeur de la télévision nationale en remplacement de M. Oumar Seck. Félicitations également à Tidiane Barry. La journée internationale du cancer a été célébrée hier pour accompagner les manifestations. La rédaction du journal télévisé a fait un focus sur la chimiothérapie, une étape importante dans la lutte contre le cancer. Qu'est-ce que la chimiothérapie? Quel est son impact sur le processus de guérison sur le malade? Plus de précisions dans ce dossier signé Ramatadem qui allait faire un tour à l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Le Dantec. 9h du matin à l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec, le personnel est sur place pour la prise en charge des patients en chimiothérapie. Pendant ce temps, les médecins font le tour des malades hospitalisés en cancérologie pour voir l'évolution de la maladie et le traitement du jour. Ils sont là, les patients atteints de cancer, affaiblis par la maladie ou par le traitement. Ils se cramponnent à une lueur d'espoir, celle de pouvoir combattre ces tumeurs qui les rongent chaque jour. Et pour cela, le premier traitement mis en place est la chimiothérapie, un traitement lourd avec son corollaire d'effets secondaires. La chimiothérapie tue toutes les cellules qui se multiplient rapidement parce que la tumeur contient des cellules qui se multiplient très rapidement. Donc la chimiothérapie, le but c'est de tuer les cellules qui se multiplient rapidement. Maintenant, toutes les autres cellules qui ne font pas partie de la tumeur, qui ne sont pas la tumeur, qui se multiplient rapidement, seront plus ou moins lésées par la chimiothérapie. C'est les cellules de la muqueuse digestive, c'est ce qui fait que nos malades ont des vomissements, mais actuellement il y a d'excellents médicaments contre les vomissements. C'est les cellules au niveau du cheveu. Les cheveux, les malades vont perdre les cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie.
hein, ça peut être total ou partiel. Ben, c'est quelquefois des diarrhées, ce qui est tout à fait possible. C'est quelquefois les téguments, la peau, les malades sont un peu noirs. Également d'autres effets secondaires qui vont se passer dans le sang. Une neutropénie, c'est-à-dire une baisse des globules blancs, une baisse de l'hémoglobine, donc entraînant une anémie. Mais à quoi consiste réellement la chimiothérapie? Comment est-elle administrée et son impact dans la lutte contre le cancer? Cette chimiothérapie consiste à administrer des médicaments qui auront pour but de tuer les cellules cancéreuses. Elle peut être donnée par voie orale, mais elle est souvent donnée par voie injectable, donc par perfusion. Les malades donc, sont perfusés pendant quelques minutes, voire des heures, voire des jours, pour bénéficier de ce traitement qui est censé tuer les cellules cancéreuses. Cette chimiothérapie peut être faite avant l'opération ou avant la radiothérapie, ou bien elle peut être faite après ces traitements qui sont des traitements locaux-régionaux, c'est-à-dire la chirurgie enlève la tumeur et les cellules qui sont autour et probablement les ganglions, alors que la chimiothérapie va traiter toutes les cellules qui sont sur tout le corps de l'individu. Les produits vont entrer partout dans le corps de l'individu pour aller tuer les cellules qui étaient dans la tumeur et probablement les cellules qui se sont détachées qui vont aller se localiser ailleurs, qu'on appelle des métastases. La chimiothérapie a tout de même un coût, ce qui constitue une autre étape lourde dans la lutte contre le cancer. La chimiothérapie constitue le nœud du problème de la prise en charge du cancer au Sénégal. Au début, les premières cures, il y a une certaine solidarité de la famille, mais à la fin, vers les dernières cures, il y a une rupture. Les malades n'ont plus les moyens de supporter les coûts de la chimiothérapie. Et la plupart du temps, on voit qu'il y a des malades qui abandonnent le traitement. Sur 2000 cas de cancer répertoriés chaque année au Sénégal, le cancer chez les femmes occupe la première place, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. En plus de se battre contre la maladie, de faire face aux douleurs quotidiennes, les femmes doivent également survivre dans leur famille. Car à cause des séances de chimiothérapie, de leurs effets secondaires et de la cherté des produits, elles sont le plus souvent rejetées par leurs époux, abandonnées par leur famille. J'ai eu 2 fois le cancer de sein. Actuellement, je suis là depuis 1 an. Je suis à mon 18e cure parce que j'ai eu quelques complications de les chimiothérapies n'ont pas bien donné. Donc j'étais obligée à chaque fois de changer de protocole. Et j'ai eu les protocoles les plus chers. Le taxotere qui fait vraiment plus de 1 million. Et là où je suis au 6e. Actuellement, je suis à plus de 7 millions de chimiothérapie. Sans l'opération. Le seul moyen que j'ai, c'est moi-même. Le seul moyen. C'est lui qui a tout pris en charge. La chimie, les traitements et tout. Il y a des gens qui sont là actuellement. S'ils font le cure aujourd'hui pour essayer de voir sans faire le deuxième cure, et ça retarde les traitements. Il y a des gens qui sont là qui ont des fautes, même pour faire la mammographie. Ils n'arrivent même pas à faire une mammo de 80 000. À forte raison de faire une chimiothérapie. Il y a des parents qui ont tout vendu pour pouvoir aider les parents. Il y a des femmes que leur mari a abandonnées par faute de traitement. Il y a des gens que les parents ont abandonnés par faute de traitement. Les gens n'ont pas de soutien de famille. Les familles ne comprennent pas la maladie surtout. Ce qui est plus dur, c'est le soutien familial. Et malheureusement, les familles ne comprennent pas ce que c'est le cancer. Aujourd'hui, certes, des traitements efficaces existent, surtout dans le cas de la chimiothérapie. Mais la prévention reste le meilleur moyen de combattre le cancer. Il faut insister sur la prévention. Il y a énormément de malades qu'on pourrait éventuellement éviter si les gens faisaient plus de prévention. Par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, il y a un frottis cervico-vaginal qui est disponible à l'hôpital de Dantec, qui coûte pas cher et qui permet de voir même des lésions précancéreuses avant que la maladie arrive. Et ces malades éviteraient, donc le fait de faire le frottis éviterait d'avoir le cancer et éviterait l'encombrement de services par ces malades-là. Pour le cancer du sein, malheureusement, on ne peut pas diagnostiquer des lésions précancéreuses, mais si le cancer
est diagnostiquée très tôt, cela permet d'éviter la chimiothérapie. Donc les malades n'auront même pas à réaliser une chimiothérapie. Elles vont venir directement, on va les opérer. Et même l'avantage de le voir très tôt permettra de faire ce qu'on appelle un traitement conservateur. C'est-à-dire de les traiter sans même enlever le sein, d'enlever juste une partie du sein où il y a la maladie et de conserver le sang. Sans prise en charge médicale, les patients ne peuvent faire face à la cherté du traitement. Aujourd'hui, leur souhait, bénéficier d'une subvention. Actuellement, ce que nous faisons, nous essayons de rechercher des parrains pour soutenir des malades atteints de cancer. Le traitement varie. Le coût le moins cher, c'est 80 000 par séance, c'est-à-dire entre 300 et 3 millions le coût de la chimiothérapie. Ce qu'il faut souligner, c'est que le retard des chimios chez les patients liés au manque de moyens ne font qu'amoindrir les chances de combattre le cancer. Un dossier poignant signé Ramatadem sur le cancer, une maladie à soins coûteux. La parité, un acquis démocratique à préserver, c'est le thème de l'atelier sur la négociation et la construction de consensus autour des candidats pour la participation à la gouvernance locale. L'initiative est du caucus des femmes leaders du Sénégal. Objectif, faire appliquer la loi sur la parité aux élections locales à venir. Lamine Touré. Les enjeux d'une bonne gouvernance à la base n'échappent nullement au caucus des femmes leaders du Sénégal. Ces défis sont l'éducation, la santé, l'accès au financement. La prise en charge de ces préoccupations au niveau local interpelle tous les acteurs, surtout dans les instances de décision. Dans l'exécutif et la gouvernance locale, notamment à la tête des municipalités, la loi est muette là-dessus. Il faut que les femmes commencent déjà à développer des stratégies pour éviter qu'il n'y ait des surprises. De notre côté, nous voulons éviter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où la loi n'a pas été appliquée, n'a pas été respectée pour les bureaux et les commissions. Ils sont femmes politiques, partenaires stratégiques, membres de la société civile et futures candidates au local à participer à cette rencontre de sensibilisation. L'accent est ici mis sur l'encadrement et la formation aux techniques de négociation pour l'émergence de leadership féminin réel au sein des formations politiques. Il faut que les femmes commencent déjà à travailler au sein de leur parti politique, à discuter, à négocier avec leurs leaders pour qu'il y ait au niveau de la désignation, parce que c'est les partis qui désignent les têtes de liste, pour éviter que les 600 collectivités locales ne soient toutes dirigées par des hommes. Parce que comme je disais, la loi ne dit absolument rien et si ça arrive, on n'y peut rien non plus. Sur cette initiative du caucus des femmes leaders du Sénégal, existe bien des craintes nourries par ces mêmes auteurs. Nous avons essentiellement deux préoccupations. D'abord, la détermination des têtes de liste. Nous avons remarqué qu'il est rare qu'il y ait des femmes têtes de liste. Et ensuite, nous nous rendons compte que quand il s'agit de choisir parmi les conseillers des maires, le plus souvent, les femmes ne sont pas élues maires. Elles sont de simples conseillères. Dans cette bataille pour l'application de la loi sur la parité aux élections locales de juin 2014, le caucus des femmes leaders va poursuivre cet élan de sensibilisation. L'objectif, faire des prochaines 600 communes du pays de réels espaces de gouvernance où la femme sera au cœur des prises de décision. Bilan satisfaisant, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministère des Affaires étrangères, le commissaire général au pèlerinage et les représentants du privé. Le pèlerinage de 2014 se prépare. Ils veulent que les difficultés liées au transport, à l'alimentation, aux activités commerciales de l'année dernière ne soient qu'un mauvais souvenir. Kaltom Gueye. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam pour l'année 2014 se prépare déjà. Le gouvernement et les opérateurs privés se sont rencontrés pour une meilleure prise en charge des pèlerins. Mais d'abord, le bilan de l'édition 2013 a été fait et toutes les parties conviennent que globalement, tout s'est bien déroulé. On a organisé un pèlerinage. À ma connaissance, presque tous les organisateurs privés ont honoré leurs engagements. On n'a pas laissé de pèlerins ici au départ comme au retour. Donc je pense que les privés cette année, vraiment, ont respecté leur engagement.
un bilan satisfaisant parce que si les privés parviennent à l'heure où nous sommes à organiser, à convoyer presque 70% des pèlerins, ça c'est un record quand même. Malgré ce bilan satisfaisant, des difficultés et pas des moindres ont été quand même notées. Elles sont liées au transport, à l'alimentation et aux activités commerciales. La restauration, alors que les dispositions avaient été prises pour qu'on mange sénégalais et qu'on mange sain. C'est le transport aérien. On a signé un contrat en bonne et due forme. On devait rentrer avec du Zamzam. On n'est pas rentré avec du Zamzam. Et la situation des commerçants, c'est les 3 points. Sinon, tout le reste, en définitive, pour dire que ça s'est bien passé. Pour résoudre ces problèmes, le commissaire en charge du pèlerinage et l'ensemble des structures concernées vont prendre les devants pour cette année. Dans cette optique, un appel d'offres sera lancé dans un mois pour choisir la compagnie aérienne qui va transporter les pèlerins à la Mecque. Le professionnalisme de l'armée sénégalaise reconnu par le département des affaires publiques de l'armée américaine. L'annonce est du chargé de la défense à l'ambassade des États-Unis, le colonel Jones, s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie de remise d'attestation à des militaires formés aux affaires civiles. Moussa Mané. Cette cérémonie consacre non seulement des soldats aux affaires civiles, mais aussi des futurs formateurs pendant les opérations civiles et militaires en temps de paix comme durant les conflits. Ce stage, d'une importance particulière, vise à doter le commandement d'outils supplémentaires destinés à renforcer le soutien aux opérations et être en phase avec les nouvelles méthodologies adoptées par les autres grandes armées, telles que celle des États-Unis d'Amérique. Ces genres de stages permettent aux militaires de se doter de personnel capable de faire, disons, tout pour que les populations, acceptent la mission. Les soldats sénégalais sont régulièrement impliqués dans des opérations de maintien de la paix. Ainsi, ils ne sont pas étrangers aux opérations des affaires civiles. D'où cette reconnaissance au niveau de l'armée américaine. C'était un exercice des affaires publiques. Et on a demandé quel est que les pays pensent de nos militaires. Et le Sénégal était dans les plus hauts. Plus de 92% de population sénégalaise reconnaître le professionnalisme et la contribution que les forces armées sénégalaises font à la société. Vous êtes un des plus reconnus et plus appréciés. Ces nouveaux instructeurs ont formé 40 soldats à Podor sur les notions de base des opérations civilo-militaires. 4 parmi les 9 récipiendaires iront au Niger pour être des instructeurs lors du prochain exercice Flintlock au courant de ce mois. Actualité hors de nos frontières, la situation de conflit en Centrafrique conduit à un flux de réfugiés massifs au Cameroun, des familles musulmanes qui fuient les violences sectaires. En Centrafrique, la situation reste toujours précaire et il faudra du temps pour que l'autorité de l'État soit restaurée sur tout le pays. Un flot continu de réfugiés traverse la frontière camerounaise, à pied, à moto ou entassés dans des camions surchargés. Par milliers, ces musulmans fuient les violences sectaires qui ravagent la Centrafrique. Ils ont tout laissé derrière eux et s'installent à Garoua-Boulé, dans un dénuement complet. Il n'y a pas de manger, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de comme ça, je vais souffrir. La Croix-Rouge tente de répertorier ces nouveaux venus, de leur trouver un toit. C'est la population locale qui les prend en charge. Ici, on espère se retrouver et se reposer. Il y a aussi des familles qui ont abandonné leurs femmes, d'autres les enfants, dont ils ont fui en désordre comme ça. À Bangui, un semblant de calme règne, même si les tirs se font toujours entendre dans les quartiers. Quelques cantonniers nettoient des canaux comme si de rien n'était. De retour chez eux, certains habitants constatent les dégâts. Les plus connus des Centrafricains n'ont pas été épargnés par la violence. Le célèbre photographe Samuel Fosso a vu son local pillé et son œuvre éparpillée. Les Centrafricains même qui ont pillé cette maison. Les chrétiens qui connaissent bien ce photographe-là. Il a duré ici, il a fait des
photographe pendant des années ici. Mais le retour à la normale a ses limites. Les tenues sont impeccables et les rangs bien formés à l'occasion de la cérémonie de reconstitution des forces armées centrafricaines. La présidente, Catherine Samba-Panza, est là pour donner les consignes fermes. À partir d'un certain moment, je pense que chacun répondra de ses actes. Je mets en garde les fauteurs de troubles qui continuent à semer le désordre dans le pays. À peine ces paroles prononcées, la haine reprend le dessus. Des éléments FACA s'attaquent à un jeune homme en civil. Accusé d'être un déserteur qui a rejoint les rangs de la rébellion Séléka, il a été lynché sur place et son corps traîné dans la rue. En Tunisie, un coup dur a été porté aux terroristes. Des opérations dans la banlieue de Tunis ont permis de tuer 7 d'entre eux, dont celui de responsable de l'assassinat de l'opposant Chokri Bel Aïd. Même si les enquêtes se poursuivaient, le gouvernement tunisien se trouvait dans l'obligation d'anéantir les groupes islamistes. L'opération antiterroriste menée mardi dans la banlieue de Tunis par les forces spéciales a fait 8 morts, un policier et 7 membres d'un groupe islamiste armé. Ce groupe, lié au mouvement Ansar el-Sharia, s'est retranché dans une maison et a opposé une forte résistance. Il serait impliqué dans la mort de plusieurs militaires tunisiens au mont Chambi et dans l'assassinat de militants de gauche, notamment Chokri Bel Aïd, assassiné il y a tout juste un an, le 6 février 2013. Il est apparu que parmi les morts, il y avait Kamal Radradi, et ceci a été prouvé scientifiquement. Kamal Radradi est celui qui a assassiné le martyr Chokri Bel Aïd. Le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par les forces de sécurité qui ont permis le démantèlement de plusieurs groupes islamistes. Selon l'Ofti Benjedou, 300 personnes opérant dans les réseaux envoyant des jeunes Tunisiens en Syrie ont été arrêtées ces derniers mois. 8000 filles et garçons sont interdits de quitter le territoire tunisien à la demande de leur famille, a précisé le ministre. Scrabble après l'installation du comité d'organisation du prochain festival francophone à Dakar par le directeur de la haute compétition au nom du ministre des Sports, les meilleurs joueurs de toutes les régions du Sénégal s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à l'école normale supérieure pour chercher une place de sélection pour la francophonie ouest-africaine, une participation remarquée des jeunes à Noudi Tandakanyay. Plus de 60 Scrabbleurs venus de toutes les régions du Sénégal ont répondu à l'appel du réseau national des jeunes Scrabbleurs du Sénégal. L'organisateur principal, Malik Diop, a atteint l'objectif. On s'est dit qu'il fallait essayer de relever le défi. Le défi de l'organisation, le défi de la performance et le défi de tout de suite se mettre dans le bain. Du côté de la fédération, on n'a pas été en reste. C'est toujours un plaisir de voir des Scrabbleurs se réunir et pour jouir de leur passion. Et étant Scrabbleur moi-même, effectivement, et peut-être aujourd'hui, parmi ceux qui dirigent le Scrabble national, je me devais d'être là et de soutenir l'action effectivement de M. Malik Diop. Des adultes dans toutes les catégories se sont donnés à fond. Le maire de la localité et le parrain de cette manifestation qui prépare l'équipe nationale ont tous répondu présents. L'objectif finalement, c'est de rendre aux Scrabbleurs le Scrabble justement, qui est un sport transversal, parce qu'aussi bien nous pouvons l'enregistrer comme un sport, mais également c'est un acte de culture, sans oublier bien sûr l'aspect éducationnel de ce sport-là. Comme on est dans le territoire communal, ce qui se fait aussi bien dans le sport physique que sur le plan de l'esprit, les jeux d'esprit. On a découvert beaucoup de choses. On a vu qu'une chose importante, de 15 à 99 ans, comme on dit, les gens sont en saine émulation. De Babacar Ndiaye du club de Zagala de Castor chez les Espoirs, les Kaolakwa, Moussa Mbaye de Senior Elite, Cherchama, Baba Faye, Jean Gomis de Dakar se sont illustrés au grand bonheur des chaînes. Pour gagner, j'ai appris mes leçons et j'ai passé beaucoup de temps à lire, à faire de la lecture. Je me suis beaucoup entraînée à la maison comme ailleurs. Par exemple,
Quand je ne fais rien, je fais du Scrabble avec mon frère. Voilà donc une bonne occasion pour ces joueurs de préparer les mondiaux 2014 d'Aix-en-Provence en France. Démarrage officiel des travaux de réhabilitation du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, une cérémonie présidée par l'ambassadeur de Chine au Sénégal et le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, a déclaré à cette occasion que l'objectif du gouvernement est de faire en sorte que ce stade soit aux normes internationales. Bachirba. Venu par bateau, l'ambassadeur de Chine a été accueilli par les autorités de la région. Accompagné de ministres de la République, le cortège se dirige vers le stade Aline Sitoé Diatta. Depuis quelques mois, des ouvriers chinois s'activent pour la réhabilitation du stade. Ces personnalités viennent lancer le démarrage officiel des travaux. Plusieurs infrastructures sportives nationales sont à mettre à l'actif de la République populaire de Chine. Ce pays a bien choisi ses axes de coopération. Le sport, c'est la jeunesse, et la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Si la Chine accorde tant d'importance à la coopération sportive, c'est parce que nous avons l'intention de vous accompagner dans la préparation de l'avenir de ce pays. Mais l'avenir d'un pays ne peut pas se construire sans la santé. Inauguré au milieu des années 80, le stade Aline Sitoé a connu une réhabilitation quelques années plus tard pour accueillir la CAN 1992. Depuis, plus rien. Les populations veulent un stade où pourraient se tenir des compétitions internationales. Quand les travaux seront terminés, j'ose espérer qu'avec toute l'entraînement des autorités locales, nous allons pouvoir, dans le cadre du programme du chef de l'État de rénovation et de mise aux normes des infrastructures, faire en sorte que Ziguinchor et le stade Aline Sitoé Diatta soient aux normes internationales du point de vue des capacités. En marge de cette cérémonie, des consultations gratuites ont été organisées, occasion pour les Ziguinchorois de se rappeler la thérapie de ces médecins qui ont séjourné dans cette région il y a plus d'une dizaine d'années. Jour J-2 pour le démarrage des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en Russie. La flamme olympique est arrivée dans la région où doivent se tenir ces Jeux. La Russie a casqué fort pour organiser ces Jeux, 36 millions d'euros. Un feu d'artifice illumine la nuit sur les bords de la mer Noire, 72 heures avant l'ouverture des Jeux, ultime répétition de la cérémonie d'ouverture. À 1 heure de route de là, dans la station de Rosakutor où auront lieu les épreuves, la peinture est encore fraîche, comme la neige. Les canons ont tourné toute la nuit pour recouvrir les pentes de poudreuse. En 2007, quand les Jeux ont été attribués à Sochi, il n'y avait pas ici l'ombre d'une remontée mécanique. Elles ont poussé en quelques années une prouesse réalisée à coups de milliards et qui fait la fierté de ces touristes russes. Ils peuvent enfin skier sur leur montagne. La neige est fantastique, regardez ce beau temps, ces montagnes. Un célèbre skieur russe a dit un jour, seule la montagne peut être mieux que la montagne. Un peu plus bas, les premiers athlètes s'installent dans le village olympique flambant neuf. Dans quelques jours, Marie Marchand-Harvier s'élancera sur les pistes pour défendre les couleurs françaises en descente et super G. J'ai vraiment envie de profiter de toute cette énergie des Jeux. Je vais notamment aller à la cérémonie d'ouverture, chose que je n'avais pas faite à Vancouver. Et j'ai envie de me saisir et de prendre toute cette énergie pour pouvoir le retranscrire sur la piste. Pour l'heure, place aux entraînements. Les premières épreuves commencent samedi. Vous l'avez suivi hier sur nos antennes, célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le cancer. L'émission hebdomadaire Le Point revient sur le sujet. Ce soir, Ousmane Garifei reçoit le docteur Nafissatou Ndiaye-Ba, pathologiste à l'hôpital de Dantec. C'est donc tout de suite après ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de 20.